Vous avez sûrement vu passer cette vidéo de François Hollande qui fait un discours en anglais, ou en tout cas qui essaye. Bon, je ne peux pas mettre la vidéo pour des raisons de copyright, mais en gros, c'est quand il dit « Be you, be proud of you, you can be, do what you want to do ». Je sais pas si vous avez la référence. On a tous entendu le « for sure » de Emmanuel Macron et cette image de nos présidents ou anciens présidents français qui ont autant de mal avec l'anglais, ça reflète vraiment la situation qui concerne une grande majorité de la population française. Mais alors, qu'est-ce qui explique, ou qu'est-ce qui en tout cas pourrait expliquer le niveau assez déplorable des Français en anglais? Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne, et sur cette chaîne, je vous donne toutes mes astuces de prof pour mieux maîtriser le français, ou pour découvrir la langue si vous en débutez l'apprentissage. Mais aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente, un peu plus dans le style du podcast. J'avais envie de discuter d'un sujet qui revient souvent lorsque moi personnellement je parle anglais. On me dit « Waouh, pour une française, tu parles super bien anglais ». Le « pour une française », je l'ai déjà eu vraiment, même dans les commentaires de mes vidéos. Je trouve ça vraiment très drôle parce que oui, c'est vrai qu'en général, on sait que les Français sont pas les meilleurs en langue anglaise, mais pourquoi? On a des voisins européens, donc évidemment on a le Royaume-Uni, donc c'est la langue maternelle, mais les Allemands, les Belges, les Hollandais, même les Suisses sont vraiment meilleurs que nous en anglais. Alors qu'est-ce qui fait ça? J'ai essayé de trouver des explications. Donc je vais vous partager tous les facteurs linguistiques, phonétiques, culturels, éducatifs et en fait sociologiques qui expliqueraient pourquoi la population française de France est en général assez mauvais en anglais. Déjà, il y a une chose à savoir, il y a une certaine distance linguistique et phonétique entre l'anglais et le français. Oui, ce sont deux langues qui font partie de la même grande famille des langues indo-européennes, mais en fait, dans cette famille, il y a énormément de branches différentes, et donc c'est des langues qui ne sont pas sur la même branche, en fait. Si on imagine un arbre, le français, c'est une langue romane, au même titre que l'espagnol et l'italien, par exemple, et bien que l'anglais soit quand même très influencé par le français du Moyen-Âge, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais avec les conquêtes normandes et tout ce qui s'en est suivi, l'anglais a pris énormément au français, mais à l'origine, l'anglais quand même c'est une langue germanique. Donc déjà, on part sur deux langues relativement différentes, même si elles partagent aujourd'hui environ 40% des mots. Mais donc qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que ce ne soit pas dans la même famille, sur la même branche de langue, disons, c'est que au niveau syntaxe, au niveau des structures grammaticales, au niveau des temps verbaux et de la phonétique, au niveau du rythme, c'est quand même assez différent. Déjà, l'anglais comporte beaucoup plus de sons que le français, et notamment les sons voyelles, ce qu'on appelle. Le français a environ 13 sons voyelles. On inclut les sons nasaux, par exemple le en, le on, le un, contre une vingtaine en anglais. Certains sons en anglais n'existent pas en français, donc comme le the et le the, de think et de mother par exemple, ça rend la prononciation plus difficile pour les Français parce que c'est une gymnastique au niveau de la bouche qui est complètement nouvelle. L'accentuation et le rythme sont aussi différents. Le français, c'est une langue syllabique, c'est-à-dire que chaque syllabe a à peu près la même durée et la même accentuation, alors que l'anglais est une langue accentuelle, et donc il y a des syllabes qui sont accentuées et d'autres qui sont réduites. Donc pour un Français qui essaye de parler anglais avec sa langue d'origine, sa langue syllabique, donc le même système, forcément ça donne quelque chose comme pas très natif, pas très joli à entendre en général, ça fait très français. Les Français parlent avec un fort accent français. Ce qu'on entend par accent, c'est aussi cette différence entre le fait de marquer les accents et les syllabes accentuées et le fait de ne pas le faire, comme c'est le cas en français. Un autre facteur, c'est vraiment le facteur de l'éducation. Donc j'ai passé beaucoup d'années, comme tous les Français, à l'école. Et donc j'ai passé personnellement peut-être... j'ai commencé quand j'avais 9 ans, on va dire. J'ai passé une quinzaine d'années à étudier l'anglais à l'école, peut-être, quelque chose comme ça. Et j'ai vu mes camarades qui vraiment galéraient à apprendre la langue parce que la méthode
d'apprentissage en France, elle est vraiment basée, ou axée en tout cas, sur la grammaire. On apprend beaucoup les règles de grammaire, on sait ce que c'est le prétérit, le present perfect, etc., etc. On connaît par cœur, quand on les apprend, les verbes irréguliers. Mais le temps dédié à la pratique de l'oral, et notamment de la production orale, est extrêmement réduit. Dans des classes en France de 30 élèves au collège, par exemple, on aurait, donc sur une séance de 55 minutes, moins de 2 minutes pour chaque élève dédié à la production orale. Sans compter les élèves timides, sans compter qu'on fait d'autres choses que faire parler les élèves. Ça fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui passent des années entières sans jamais parler en anglais. Alors, on apprend beaucoup de vocabulaire, mais on n'est jamais amené à le réutiliser à l'oral. Et donc, pour les élèves qui n'ont pas cette chance incroyable de faire des voyages scolaires, des colonies de vacances, des summer camps, etc., eh ben, ils sont jamais vraiment dans des situations où ils doivent parler anglais, et ce, jusqu'à l'université ou après le monde professionnel, où là, on va leur demander « Ouais, vous avez un niveau B2, puisque c'est le niveau qui est attendu à la fin du lycée et à l'université. » Ils ont un niveau B2, mais ils n'ont jamais parlé de leur vie. Donc, dans des situations professionnelles, ça coince. Et bon, certains se débrouillent extrêmement bien, évidemment, mais pour beaucoup, ça va coincer. Ensuite, on en reparlera après, mais il y a un deuxième facteur qui fait qu'on est aussi mauvais en compréhension et donc en production, c'est le peu d'exposition à la langue anglaise, en fait, à la télévision, dans les médias. On a cette tradition en France de tout traduire, tout doubler, et donc les enfants français, si les parents ne font pas quelque chose pour qu'ils soient exposés à l'anglais, les enfants français vont écouter de la musique française, regarder des dessins animés en français, et ne seront jamais, jamais, au grand jamais exposés à la langue anglaise avant les réseaux sociaux, peut-être plus tard, éventuellement. Je voulais faire une petite parenthèse sur la musique, parce que, personnellement, je n'écoute absolument pas de musique française, ou très peu. J'ai une playlist Spotify, d'ailleurs, si ça vous intéresse, que j'ai fait pour mes élèves, une très longue playlist avec tous les genres musicaux et aussi toutes les époques. En français, je vous la mettrai dans la barre de description, mais je crois qu'elle y est tout le temps, sous toutes mes vidéos. Mais personnellement, j'écoute pas beaucoup de musique française, ou très peu. Et j'ai l'impression que c'est quand même assez répandu en France d'écouter de la musique française. La musique anglaise, évidemment, c'est toujours la musique privilégiée. À la radio, même à la télévision, les artistes anglophones sont mondialement connus, évidemment. Donc ça reste sur les plateformes de streaming aussi, ça reste la langue la plus écoutée en musique. Mais en France, la musique française à la radio a toujours une place importante. Donc ça représente environ 30% de la musique écoutée sur les plateformes de streaming. Ça peut paraître peu, mais en fait, je trouve que c'est quand même énorme par rapport à, personnellement, mon écoute, c'est-à-dire que la musique française représente à peu près 1% de ce que j'écoute, peut-être. Tout le monde connaît des artistes francophones, alors pas forcément français, comme Stromae, Angèle, qui sont belges. On a Aya Nakamura, PNL, je ne sais pas, enfin j'en connais pas beaucoup, donc je vais peut-être passer pour une grosse boumeuse, mais on a Jul, par exemple. C'est vraiment les artistes préférés des jeunes en général. Vraiment, j'ai l'air d'avoir 150 ans quand je dis ça, mais ouais, c'est le cas. C'est vraiment... Il suffit de voir combien de temps Taylor Swift a mis avant de se produire en concert à Paris par rapport aux autres pays. Ça montre bien qu'il n'y a pas un si grand intérêt pour la musique américaine, notamment, par rapport à d'autres pays. Mais donc, si on écoute une majorité de musique en anglais, pourquoi est-ce qu'on est si nul en fait, vous seriez surpris de savoir à quel point les Français qui écoutent de la musique anglaise n'en ont rien à faire des paroles et ne comprennent absolument rien. Je pense que je peux même parler de mes amis qui écoutent, comme moi, de la musique pop américaine, hyper commerciale que tout le monde connaît, qui ne savent absolument pas de quoi parlent les chansons. Et en fait, non, vraiment, probablement rien à faire, en fait. C'est pas très important, c'est la mélodie qui prime. En termes de musique française, ce que préfèrent les Français en général, ça reste le rap. Le rap français est très très populaire, si bien que certains artistes francophones, certains même rappeurs francophones, rivalisent facilement avec des artistes américains, alors l'équivalent, on va dire, au niveau du genre musical américain. Il y a aussi autre chose qu'il faut savoir au niveau de la radio en France, c'est que peut-être c'est la même chose dans d'autres pays, mais
la loi fait que les radios doivent diffuser au moins 40% de musique francophone, dont 20% de nouveautés. Donc en fait, quand on écoute la radio en voiture par exemple, on est facilement exposé à de la musique francophone. Et je trouve ça personnellement génial, même si c'est pas la musique que je préfère, parce que ça fait partie de la préservation linguistique. En France, vous allez le voir, je vais en reparler après, c'est quelque chose d'extrêmement important, la conservation de la langue française. Il y a vraiment une lutte depuis, je dirais, la fin des années 90 à ce sujet. Et donc, au niveau des facteurs culturels et identitaires, déjà, l'anglais, c'est quand même perçu, notamment en Europe, comme la lingua franca, c'est la langue que, oui, tout le monde peut parler pour se comprendre, mais c'est aussi une langue impérialiste qui s'est vraiment installée dans une grande majorité des pays et de manière un peu forcée. Et il y a cette résistance très très forte en France et cette peur que le français soit remplacé au profit de l'anglais. Ça, on l'entend beaucoup, notamment les linguistes en parlent beaucoup. Est-ce que le français va un jour disparaître au profit de l'anglais? Alors, ça fait des années que c'est comme ça fait des siècles que c'est comme ça. Spoiler, non, ça va pas disparaître, c'est juste que la langue française évolue. Mais il y a toujours cette crainte et donc cette volonté, donc avec des institutions comme l'Académie française par exemple, et les lois, dont une que j'ai mentionnée et une autre que je vais mentionner juste maintenant, qui sont là pour vraiment lutter contre cette imposition de l'anglais en France. Donc comme je vous disais, à la fin des années 90, donc en fait exactement 1994, il y a la loi Toubon qui s'est imposée en France, qui fait partie de cette résistance linguistique et culturelle. Elle s'appelle officiellement la loi relative à l'emploi de la langue française. Elle a été impulsée par le ministre de la Culture à l'époque qui s'appelait Jacques Toubon. C'est pour ça qu'elle s'appelle la loi Toubon. Et elle a pour but de vraiment obliger les médias notamment à garder une certaine quantité de langue française dans leur contenu. Donc qu'est-ce qu'elle dit concrètement? Pour ça, j'ai pris des notes. Elle impose que le français soit obligatoirement utilisé pour tout ce qui est documents administratifs, les documents officiels, les contrats de travail, pas d'anglais. C'est vraiment pas un mot en anglais. Alors après, je sais pas dans quelle mesure cette loi est appliquée aujourd'hui. Dans la publicité, tout est traduit tout le temps. Ou même si c'est pas traduit, on mettra un sous-titre pour expliquer ce que ça signifie. Tous les produits commercialisés, donc sur les étiquettes, des emballages, etc., tout est écrit en français et la communication interne des entreprises doit se faire en français également. En fait, dès qu'un mot étranger est utilisé, c'est pas seulement pour l'anglais, on doit avoir un équivalent en français. Et donc, quel est l'intérêt de cette loi? C'est ce que je vous disais, c'est de préserver la langue française et de limiter la domination de l'anglais dans les médias, dans le monde de l'entreprise, dans la publicité notamment. L'identité française, c'est vraiment quelque chose que dont j'ai encore plus pris conscience depuis que j'habite en Allemagne. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Être français, parler français, c'est vraiment une fierté nationale pour beaucoup beaucoup de personnes qu'on retrouve pas forcément, par exemple ici, j'habite en Bavière, donc il y a quand même une certaine fierté linguistique et régionale, mais je retrouve pas forcément notre langue, c'est la plus belle et tous les gens qui parlent français ont cette espèce de supériorité. C'est pas quelque chose de forcément conscient et je dis pas que c'est quelque chose de bien, mais ça, voilà, c'est ça fait partie de l'identité française. Et donc, quel rapport avec le fait que les Français sont nuls en anglais? En fait, c'est juste que ça reflète cette idée que on veut garder notre langue et on la protège le plus possible. Et il y a forcément une réduction de l'exposition à la langue anglaise. Dites-moi de quel pays vous venez si ce n'est pas un pays anglophone. Est-ce que les dessins animés pour enfants sont doublés? En France, vous ne verrez jamais de dessins animés pour enfants, alors à moins que vous changiez la langue sur Netflix, mais tous les dessins animés qui passent à la télé, que ce soit Dora l'exploratrice ou Scooby-Doo ou que sais-je, sont tous toujours doublés. Et donc les enfants déjà depuis le plus jeune âge, quand ils regardent la télé, ne verront que de la télé en français. Les publicités sont toujours en français. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les pays européens, mais il y a certains pays où les publicités sont gardées en version originale
ou alors certaines séries ou télé-réalités anglo-saxonnes sont doublées, mais on entend quand même la langue en dessous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On entend l'anglais, mais il y a une espèce de doublage un petit peu mauvais qui est fait par-dessus. En français, ça sera toujours doublé parfaitement, c'est-à-dire que la version originale est coupée, on n'a plus le son original, et on entend la langue française. Donc ça limite énormément l'exposition à la langue anglaise à l'oral. À l'écrit, c'est pareil. Tout est traduit. Et donc, d'un point de vue affectif, l'anglais est vu comme quelque chose qui veut nous dominer et donc quelque chose dont il faut se méfier. Mais alors, quid de l'anglais numérique, par exemple? C'est là les limites de la loi à tout bon qui, aujourd'hui, est un peu dépassée parce que tout le monde consulte du contenu sur Internet et donc les gens, même les jeunes, sont de plus en plus exposés à la langue anglaise et je vois vraiment une différence, par exemple, avec mes nièces qui à 18 ans, on parle vraiment super bien anglais par rapport à, je sais pas, à d'autres jeunes personnes des années précédentes qui auraient eu moins d'exposition parce qu'on a beaucoup plus de contenu de réseaux sociaux en anglais par exemple. Et puis on voit aussi quand même ce phénomène d'anglicisme qui arrive. Alors les anglicismes grammaticaux avec des structures qui sont calquées de l'anglais qu'on retrouve en français, qui sont de plus en plus présentes chez les jeunes à cause de ou grâce à, je ne sais rien, j'ai pas particulièrement de jugement de valeur à émettre, mais aux influenceurs, aux créateurs de contenu qui, eux, se calquent sur le contenu anglophone qu'ils consomment, et donc ça, voilà, ça participe à l'anglicisation de la syntaxe, mais aussi du lexique. Enfin, je vais pas vous faire la liste de tous les anglicismes lexicaux et grammaticaux qui existent, mais aujourd'hui, chez les plus jeunes, la génération Z, ou même peut-être celle de encore après, il y a beaucoup de... Quand on connaît bien la langue anglaise, beaucoup de fois où on se rend compte qu'en fait, ils parlent français traduit littéralement de l'anglais. Malgré cette résistance politique et culturelle, on a quand même... évidemment, l'anglais va s'immiscer de plus en plus dans nos vies. Mais voilà, on a toujours des présidents, anciens présidents, qui massacrent un petit peu la langue anglaise et des jeunes qui sont vraiment réticents à même essayer de maîtriser cette langue, qui trouvent probablement trop difficile ou sans intérêt. Et il y a aussi cet aspect dont je vous parlais, cette fierté identitaire, mais c'est aussi cette valorisation de l'élégance de la langue française. Donc on a tellement entendu oh, la langue française, c'est la plus belle langue du monde, c'est la langue de l'amour, etc. Bon, je peux vous donner des exemples pour lesquels ce n'est absolument pas le cas. Mais globalement, on a cette idée qu'en français, avec l'Académie française qui régule énormément la langue, la syntaxe, le vocabulaire, qu'il y a un bon français à parler, un bon accent à avoir. Il y a une hiérarchie des accents en France qui est assez dingue, je trouve. Et voilà, il faut parler correctement. Il y a cette pression de bien parler. Ok, très bien. Mais donc, on a cette idée que le français, c'est quand même une langue un petit peu supérieure à l'anglais. Et donc, quel intérêt de parler anglais puisque nous, on a la plus belle langue du monde. Et de ce fait, on a un manque d'acceptation de l'erreur. Donc dès qu'on a des Français, notamment des élèves à l'école qui essayent de parler anglais, ils vont peut-être être moqués. On a une très faible tolérance à l'erreur quand on parle anglais. Donc en général, quand on veut pas mal parler, qu'est-ce qu'on fait? On parle pas. Et ça vient et vraiment du système scolaire, hein, c'est clair et net. À l'école, l'erreur, elle est sanctionnée vraiment comme si on avait fait la plus grosse bêtise du monde, quoi. Je pense que c'est assez culturel par rapport à d'autres pays plus anglo-saxons où faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. J'ai pas énormément de connaissances à ce sujet, donc si vous savez plus que moi, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, évidemment c'est fait pour ça. Et donc en gros ça crée le phénomène de manque de confiance en ses compétences à l'oral en anglais. Il suffit de voir comment François Hollande a été repris en mime, enfin maintenant c'est un mème sur, je sais pas, mème ou mime, sur internet avec ce discours un petit peu, enfin c'est comique quand même. Le for sure de Emmanuel Macron très mal prononcé, ça aide pas, disons, à nous donner confiance en nos capacités à parler anglais. On est facilement moqué sur notre accent. Enfin, dans ma maison, c'est une chose courante. Hein. Encore, j'ai pas forcément d'accent français, mais l'accent français en anglais, il est risible, enfin, il est moqué. Donc il y a cette pression de
bien prononcer les mots, ces difficultés phonétiques du the qui devient the, qui forcément fait rire, donc ça donne encore moins envie de parler. Et donc ça réduit le nombre d'interactions authentiques qu'un francophone ou un français peut avoir avec ses voisins européens, par exemple. Il va y avoir cette réaction de ah mais il peut parler français, on est en France, on parle français. Il y a certaines personnes qui réagissent comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont extrêmement contentes quand les étrangers parlent français. Ça nous fait très plaisir parce qu'on est très fiers de notre langue. Mais donc il y a moins d'efforts qui sont faits du côté français pour s'adapter, pour parler anglais. Et donc ça entretient ce niveau assez médiocre, on va dire. Sauf si vous êtes dans une entreprise internationale et que vous êtes amené à parler anglais tous les jours dans votre travail, il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités de pratiquer la langue. Enfin, il suffit de voir à l'école, en combien j'ai dit 15 ans d'apprentissage de l'anglais, à peu près, plus ou moins, je me souviens plus. Non, moins, parce que, ouais, si on compte pas l'université, j'ai commencé à 9 ans, j'ai fini à 17 ans, voilà, 8 ans. J'ai fait un voyage scolaire en Angleterre et j'ai pas parlé anglais quasiment parce qu'il n'y avait pas forcément besoin, on était tous entre français et c'était très bien comme ça. Et pour la grande majorité des élèves, ça sera le seul contact qu'ils auront avec des anglophones. Donc enfin, pour conclure, parce que j'ai beaucoup parlé déjà, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens? Moi je pense que oui, c'est ce que je disais avant, avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de jeunes qui s'approprient l'anglais parce qu'ils y sont exposés tous les jours. On passe tellement de temps sur TikTok et Instagram et le contenu étant en grande partie en anglais, si on s'y intéresse un petit peu, on va progresser très vite. Aujourd'hui, la télévision, donc les programmes francophones, elle a été largement remplacée par les plateformes de streaming où on peut, si on le souhaite et si ça nous intéresse, mettre en version originale, donc regarder les séries en anglais. Ça augmente forcément l'exposition. Quand j'étais petite, c'était impossible d'aller au cinéma voir un film en version originale. Aujourd'hui, il y a une séance par semaine où on peut voir en VO sous-titré. Alors si vous habitez à Paris, je pense que c'est encore mieux. Mais moi j'habitais dans une ville moyenne, donc c'était comme ça. La seule chose que j'aimerais qu'il change en tant que professeur, c'est les méthodes d'apprentissage, les méthodes éducatives, d'apprentissage des langues en général, hein. C'est pas que l'anglais, c'est l'allemand, l'espagnol, l'italien, toutes les langues qui sont apprises à l'école. C'est encore trop mauvais. Alors je dis pas que c'est la faute des profs, c'est comme ça, on n'a pas beaucoup de moyens en général quand on est professeur et qu'on a 30 ou 35 élèves dans sa classe, de les faire parler, mais avoir des assistants de langue comme ça se fait déjà, mais comme ça se fait beaucoup dans d'autres pays européens, par exemple en Irlande, ils ont dans leur classe de français des assistantes qui viennent prendre des petits groupes d'élèves et discuter avec eux pendant une demi-heure par exemple ou 20 minutes. C'est déjà ça de prix. Et juste intéresser les élèves à la culture anglo-saxonne en général, la culture anglophone, ça peut... Alors, c'est pas juste pour les inciter à consommer des films américains ou que sais-je, la musique anglaise, etc. C'est aussi leur faire voir d'autres choses, leur faire découvrir des nouvelles cultures et grâce à ces cultures, leur donner l'intérêt pour la langue. Je vois cet essor énorme de l'intérêt pour la culture coréenne et sud-coréenne avec les K-dramas, la K-pop, etc. Il y a beaucoup de jeunes et d'enfants qui s'intéressent à la langue coréenne. Le japonais, c'est pareil avec les animés, etc., les mangas. Ça fait déjà quelques années que ça dure, mais on a envie de découvrir un petit peu plus la langue grâce à la culture. Donc il s'agit de ouvrir un petit peu le champ des possibles auprès des jeunes générations, leur montrer tout ce qui existe et que c'est pas juste Hollywood et je sais pas, la musique populaire américaine, si c'est pas ça qui vous intéresse. Il y a énormément de cultures différentes où l'anglais est la langue première et qui pourrait intéresser les jeunes. Et enfin, je pense qu'une dernière chose à corriger, c'est cette peur de l'erreur qui crée des énormes blocages au niveau de la production orale notamment. Ça commence très jeune quand on... Alors à l'école, on se moque parce que machin, il a dit the au lieu de the, ou il a fait une erreur, il a dit des bêtises. C'est vraiment important de changer de regard par rapport à l'erreur, je pense. Et ça va
peut-être débloquer beaucoup de personnes, leur montrer que bah c'est pas grave, si c'est pas parfait, il faut commencer quelque part en fait, tout simplement. J'ai pas regardé beaucoup cette série, mais dans la série Emily in Paris, c'est vraiment cette image qu'on a de... Alors c'est très cliché de toute façon, mais il y a une certaine forme de réalité hein, derrière tous les clichés. Hein. Que le français, c'est de toute façon c'est tellement beau que... Alors Emily, elle passe, je sais pas, 2 ans, je crois, en France. Elle n'arrive pas à apprendre la langue parce que bah, elle est américaine, donc c'est trop dur pour elle de toute façon. Et puis, les Français dans la série parlent bien anglais. Voilà, bon c'est pareil, c'est de la fiction, donc... Mais ils ont leur accent, ben c'est pas... C'est quelque chose de romantique, c'est quelque chose de... Ça donne du charme, mais en même temps c'est drôle pour un public américain, j'imagine que c'est risible. Donc il y a cette ambivalence de c'est sexy, mais en même temps on se moque de nous. Bah, faut voir comment Emmanuel Macron, dès qu'il ouvre la bouche en anglais, on lui attrape la chemise. Enfin, voilà. En dehors des idées politiques, je veux dire, je trouve quand même que faire l'effort, c'est pas le cas de la majorité des présidents, ministres anglo-saxons, hein. Faire l'effort de parler déjà, c'est énorme. Et ça doit commencer par là. Et il faut arrêter de juger, d'émettre un jugement de valeur sur la qualité du discours produit par, par les Français. Laissez-nous tranquilles, merci beaucoup. Non, je rigole. Mais non, vraiment, ça commence pour moi par les jeunes et par l'éducation. L'image qu'on a de l'erreur à l'école et la place de la production orale aussi à l'école. Voilà, j'ai quand même beaucoup discuté. J'espère que cet épisode un peu en format podcast vous aura intéressé. Je serais vraiment hyper curieuse de lire vos avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, franchement, ne vous empêchez pas d'écrire ce que vous pensez. Si vous avez des arguments, si vous avez des expériences, dites-moi tout. Je vais tout lire, je vais essayer de répondre au maximum parce que c'est un sujet qui est quand même super intéressant. Et si vous êtes français, voilà, quelle est votre expérience avec l'anglais? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous maîtrisez super bien l'anglais? Comment vous avez fait pour en arriver là? Et quels conseils vous pourriez donner à d'autres Français qui n'osent pas ou ouais, galèrent à apprendre? Voilà, tout simplement, partagez-moi vos expériences, vos avis, toujours en restant poli et courtois parce que ça sert à rien d'insulter qui que ce soit dans les commentaires. Enfin, voilà, on reste bienveillant, s'il vous plaît. Et voilà, moi je m'arrête là, parce que c'est très long déjà, et je dois monter cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!